Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans le 231e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Sailors qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Je suis Maxime Cogny à la place d'Axel Capron qui a bien droit à quelques jours de repos. Et dans ce Pause Report, évidemment consacré à la Transat Café L'Or Le Havre en Normandie, nous recevons aujourd'hui 3 marins, 3 spécialistes. Par ordre alphabétique, Pierre Leroy, candidat au Vendée Globe 2028, routeur, spécialiste météo. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Antoine Gauthier, directeur technique du trimaran SVR Lazartigue au sein de l'écurie Merconcept et donc à la pointe sur d'autres projets, IMOCA, Ocean 50, on va y revenir. Bonjour Antoine. Bonjour tout le monde. Et Sébastien Rogue, le principal manager en Ocean 50, Interinvest et WeWise. Bonjour Sébastien. Salut. Messieurs, on va démarrer par les Ocean 50 justement, au moment où on enregistre ce podcast à 11h ce mardi. Ce sont eux qui sont encore le plus au sud, au large des côtes marocaines. Sébastien, tu es en train de te poser après des jours agités. On va y revenir là aussi, mais je parlais des équipes que tu chapeautes, Interinvest qui s'est retourné, WeWise qui fait la course en tête. Il y a toutes les émotions pour toi en ce moment. Ouais, on est un peu tiraillé. Comme le disait un de nos partenaires, on a un œil qui pleure et un œil qui rit parce que d'un côté, Interinvest a écourté sa course en chavirant, et de l'autre côté, on a notre nouvelle équipe WeWise qui est en tête de la Transat Café L'Or. Donc c'est intéressant comme émotion. Pierre Quiroga, skipper, Gaston Morvan, co-skipper, jeune génération sur ce bateau que tu connais par cœur, il apprend vite, Gaston Morvan. Ouais. Gaston Morvan apprend vite. Pierre Quiroga aussi, parce qu'il avait fait une bonne petite pause. Et puis, et voilà, il nous livre en tout cas un début de course juste incroyable. Ils ont réussi à appuyer et à mettre du rythme à un moment où ça a été très très dur sur les 12 premières heures. Voilà, moi c'est chapeau bas, mais chapeau bas à WeWise, mais chapeau bas à toutes les équipes. Parce que voilà, ils ont vécu quelques heures un peu compliquées et c'est des conditions qui sont pas faciles et donc voilà. Et depuis, on va dire que depuis 24 heures, la course a repris le dessus et maintenant on se voit qu'ils se livrent une bataille sympathique. Ils passent la dépression en ce moment et puis ce soir ils attaquent le gros morceau de l'archipel des Canaries. Et il le disait ce matin à l'orga, ils se sont mis une petite bandelette dans le cockpit avec écrit ne pas chavirer pour la job list. Pierre, le trio de tête est composé de Viabilis, donc on l'a dit, Edenred, solidaire en peloton, petit écart qui est creusé avec le reste de la flotte. Est-ce que c'est rédhibitoire, toi qui travailles avec Laurent Bourgas régulièrement, skipper de Montbonnet Rose? Tu connais très bien cette classe. Je découvre cette classe en fait avec ma collaboration avec Laurent effectivement, et c'est pas rédhibitoire parce qu'en fait là ils vont, comme disait Sébastien, ils vont jouer ils sont en train de jouer avec la dépression. Petite point de vigilance quand même sur cette dépression parce qu'elle a des bandes orageuses là, qui s'enroulent autour du centre, et ça peut donner voilà, des grains, des orages avec des fortes rafales. Bon, je pense qu'ils les verront venir, et puis s'ils suivent bien ça avec les images satellites, j'espère qu'il n'y aura pas trop de surprises. Mais les premiers devraient être ralentis après, parce qu'à l'approche des Canaries, ils vont arriver dans du vent faible. En fait, une dorsale, une zone de vent faible là, à l'approche des Canaries. Et donc, ça pourrait permettre de resserrer un petit peu les écarts. Donc, rien n'est fait. Et puis, de toute façon, on le sait tous, hein, le transat, c'est long. Il peut se passer après des choses dans les alizés. Donc, voilà. C'est bien de jouer toujours devant, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, l'approche des Canaries avec cette dorsale, ça devrait un peu se resserrer quand même. Seb, Antoine, vous partagez cette analyse? Rien n'est fait? Comme l'a dit Pierre, ça reste une transat. Ils vont, mine de rien, très très sud. Ils vont jusqu'au Cap-Vert. Donc, entre le passage des Canaries, longer les côtes africaines, ouais, en effet, il va se passer plein de choses.
Donc non, encore une fois, tant que la ligne d'arrivée, rien n'est franchi. Pardon, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, rien n'est joué. Antoine, Merconcept héberge le projet Upwind avec les seules femmes, le seul duo de navigatrices en multi sur cette course. Anne-Claire Lebert, Élodie Jeanne Métro, elles ont été prudentes, échaudées notamment par ce qui était arrivé à Coesio. Elles l'ont raconté. C'est solide leur course. Exactement, c'est très solide. Elles ont franchi la première nuit en mer qui était déjà une vraie difficulté. Donc ça, chapeau à elles parce que encore une fois, c'est leur première transat en multi 50, en Ocean 50. Donc, enfin voilà, très 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 belle gestion de course. Et là, elles sont pas loin des quatrième et cinquième bateaux. Donc non, il y a encore tout à jouer et elles peuvent voilà, avoir une jolie place d'honneur pardon, à l'arrivée. Avec Sébastien, un tiers de la flotte qui est hors course après la première nuit, la première journée, chavirage de Lazare, Helio, Coesio, Interinvest, tous les marins sont sains et saufs, les bateaux sont rentrés au port à l'envers ou sur la plage, malheureusement. Sébastien, les limites étaient atteintes pour ces Ocean 50. Les limites, en tout cas, si elles ont pas été atteintes, ont commencé quand même à arriver dans le, dans la largeur du trait de ces limites. Et c'est pour ça donc qu'on avait aussi décidé de, de décaler le départ à la veille. Mais est-ce que pour autant nos bateaux sont pas capables de traverser l'Atlantique? Est-ce qu'il faut remettre le modèle en cause? J'en suis pas du tout certain. Quand on fait de l'Ocean 50, les marins qui font de l'Ocean 50 ont une réelle conscience des risques et du côté tranchant de la lame sur laquelle on fait cet exercice. Et ce qui en fait des bateaux extraordinaires. Et on peut pas aujourd'hui, en fait, avoir des bateaux qui ont des capacités de vitesse incroyables, de pouvoir naviguer sur une coque à 30 nœuds et en même temps ne pas accepter les risques qui sont liés au côté spectaculaire de nos bateaux. Donc, quand ça arrive, c'est triste. Je pense que on est avant tout extrêmement heureux et que personne n'est rien, qu'il n'y a pas de blessures importantes chez les marins, que les bateaux sont tous en sécurité. Euh, et après, il est évident que la classe Ocean 50, comme on l'a toujours fait, on viendra continuer à se poser les bonnes questions en travaillant avec tous les skippers pour améliorer la navigation de nos bateaux dès qu'on arrive un petit peu en butée de ces conditions. Mais, voilà, je crois pas au fait de se reposer encore une question, est-ce que nos bateaux sont capables de traverser l'Atlantique, de faire le Rhum ou la Transat Café l'Or. Ça, je le laisse aux personnes qui veulent écrire des papiers pour faire sensation, mais la réalité, c'est que nos bateaux traversent l'Atlantique depuis très longtemps. Nos taux de réussite sont quand même assez importants, voire assez, pour des multicoques, assez excellents. Et de temps en temps, ça arrive. Et à chaque fois que ça arrive, on nous repose ces questions-là et nous, on répond qu'on était au courant. Que vous étiez au courant, mais donc un tiers de la flotte en moins, est-ce que c'est pas mauvais tout de même pour l'image avec cette classe qui est assez homogène, avec des partenaires qui suivent, des budgets maîtrisés, mais en vue de la route du Rhum, justement, on grossit le trait, on pense forcément à ce qui avait sonné le glas de la classe Orma, la route du Rhum 2002, avec ses chavirages multiples Ouais, dans la la classe. classe Orma, elle est morte entre guillemets sur deux aspects, sur un aspect technique avec des bateaux qui étaient très puissants, qui étaient très volages, un petit peu comme les nôtres. Mais par contre, ils n'étaient pas du tout maîtrisés en tant que classe et en tant que budget, en tant que technique. Aujourd'hui, nos bateaux, certes, on en a trois qui ont eu des avaries sur cette première nuit, mais la réalité, c'est que ces trois équipes vont s'en remettre, que la simplicité de fabrication de nos bateaux vont permettre à Lazare de fabriquer un bout de flotteur pour une valeur financière au final maîtrisée, que Coesio a un mât de rechange, ils vont réussir à remettre le bateau à l'endroit et on a vu que le bateau était endommagé mais loin d'être détruit parce que nos bateaux ont aussi dans leur règlement on va dire une obligation de robustesse dans la structure qui fait qu'ils vont pas se disloquer peut-être comme pouvaient le faire les Ormas. Et, euh, et nous, on met en production un nouveau mât qui sont eux aussi liés à des techniques de construction moins onéreuses que ce qu'on pourrait faire. C'est-à-dire que on pourrait faire des bateaux qui coûtent 2 fois plus cher pour la même taille, mais nos règles nous empêchent de le faire. Je pense que c'est une grosse différence qu'il y a avec leur mât.
Et donc, quand on a des problèmes et des sinistres, on est capable de les gérer à des budgets maîtrisés également. Et nos équipes ont toujours en tête cette capacité à réajuster le budget. Alors, certaines équipes, dont probablement la nôtre, on ira aussi un petit peu à la recherche de partenaires, mais pour des montants qui sont vraiment, somme toute, acceptables. Et donc, notre modèle fonctionne bien et il n'est pas à remettre en question. Enfin, il est à faire évoluer. Et j'espère qu'on aura la discussion tout à l'heure avec Antoine sur parce qu'on trouve que les ultimes sont des bateaux qui passent extrêmement bien dans la mer. Alors ils ont deux aspects différents de nous, la taille et leur foil. Mais voilà, je pense qu'il va falloir se nourrir aussi de ce que font nos grands frères et voir s'il y a des choses qui sont transposables. Mais encore une fois, quand les voitures font tout droit dans un Grand Prix sous la pluie et qu'il y a 5, 6, 7 voitures au tapis au deuxième tour, on remet pas en question le Grand Prix d'après. C'est accepté par les médias, c'est accepté par les gens qui suivent, c'est accepté par les équipes et leurs partenaires. Les Ocean 50, ça doit être, je pense, le même sujet. Qu'est-ce qui te paraît transposable, justement, Antoine? C'est vrai que les ultimes aujourd'hui sont des bateaux, des machines redoutables pour faire du prêt notamment, qui sont, très, très stables en latéral et en gîte, notamment parce qu'on a des foils qui poussent très fort et que les bateaux ne gîtent pardon, quasiment plus. Donc ça c'est vrai que c'est un vrai, vrai plus et pour être passé, de ce qu'on a pu connaître des ultimes je prends l'exemple de Bangkok 5, c'était il y a quasiment 15 ans, à aujourd'hui, enfin voilà, l'évolution et la gestion des bateaux a totalement changé. Les bateaux qu'on avait à l'époque, entre guillemets, avec des foils lancés, ils gîtaient encore. Là, aujourd'hui, sur un ultime, les foils qu'on a, ils poussent tellement que le Est-ce que tu bateau, crois, il Antoine, accélère. qu'avec des foils comme vous, nos bateaux réussiraient à avoir la même stabilité? Ou est-ce que c'est illusoire parce que un bateau de 15 mètres peut pas répondre à un bateau de 32 mètres? Je pense que les bateaux gîteraient moins, ça c'est sûr. Enfin, ce serait, je pense, des modes différents de navigation et je pense que ça fait partie faut voir avec les archis, faire un peu de sim et cetera, ce qui est aujourd'hui très, très facile à faire. Mais je serais pas surpris, ouais, qu'on arrive à faire des choses super intéressantes avec les nouveaux appendices qu'on a aujourd'hui, les vrais foils en L, quoi. Et une petite différence aussi, mine de rien, tu parlais des conditions de la nuit là, de samedi à dimanche comparées à celles de dimanche à lundi. Il y a une vraie différence quand même, c'est, que vous avez fait toute la Manche au reaching, quand dimanche c'était du prêt. Et on sait que, je pense que c'est quand même beaucoup plus safe de naviguer sur un vrai prêt plutôt qu'un reaching à je sais pas à quel angle ils étaient, peut-être 65, 70 ou 80, où la moindre risée, elle peut te faire basculer, quoi. Alors que quand tu es au prêt, encore une fois, on sait pas ce qui se serait passé, mais au prêt, je pense que tu arrives plus facilement à gérer les surventes et voilà. Alors par contre, c'est sûr que les conditions de base de la nuit de samedi à dimanche étaient beaucoup, beaucoup moins fortes que celles de dimanche à lundi. Mais du coup, on saura jamais ce qui aurait pu se passer, mais c'est sûr qu'être au reaching et tout, enfin voilà, c'est un risque en plus. Et pour rebondir sur ce que disait Sébastien là, je pense que les Ocean 50 aujourd'hui, traverser l'Atlantique sur ces bateaux, ça reste, une vraie belle performance, que ce soit juste traverser et je pense que tous ceux qui ont pris, la mer là, samedi sont des vrais marins courageux et quand tu coches une transat en multi 50 sur ton CV, je pense que c'est une belle carte, voilà. Je tenais à le souligner quand même. C'est, je pense à mes yeux bien plus engagé que faire du classe 40, de l'ultime ou de l'IMOCA. Et encore plus de la remporter, cette Et Transat encore Jacques plus de la Vabre. remporter, tout à fait, ouais. Sébastien est bien placé pour le savoir. Victoire en 2021 avec Mathieu Souben, outre sa victoire en 2013 en classe 40. Juste l'actualité pour ton équipe, Sébastien, quelle est-elle là, avec le retour du bateau, ne serait-ce qu'Interinvest, ces prochains jours, que va-t-il se passer? Les marins vont bien en tout cas, hein. Les On l'a marins dit, vont on le bien. redit. On a eu, alors déjà, enfin, on se répète tous dans ce genre de conversation, mais il faut absolument le faire parce que remercier la chaîne des secours qui a extrêmement bien fonctionné et vraiment, que ce soit de la direction de course avec Francis et ses équipes jusqu'à l'SNSM, le pilote de l'hélicoptère, on a une qualité de secours en mer qui est assez incroyable en France et on remercie évidemment toute la chaîne qui a permis à nos marins d'être en sécurité et très rapidement à nos bateaux de l'être également. Et la classe Ocean 50 se mutualise pour
pour prendre les services de Mérida et d'Adrien Hardy, qui est un bateau qui est en stand-by à côté des points un petit peu chauds de la course. Et notre bateau a été pris en remorque moins d'une heure après son chavirage par les équipes d'Adrien et son bateau Mérida, et qui a permis au bateau d'être remorqué, d'arriver 12-13 heures plus tard dans la baie de Brest. Et aujourd'hui, le bateau est à l'endroit, le moteur fonctionne, les deux morceaux de mât sont sanglés sur le pont. Et à l'heure où je vous parle, ils doivent être en train de lâcher les amarres pour rentrer chez nous dans la presqu'île et au chantier du Croisic où il sera dès jeudi matin. Et voilà, la saison 2026 commence. Avec du travail en perspective. On parle justement des Ocean 50 aux ultimes, les ultimes qui vont rattraper dans la journée justement ces multicoques de 15 mètres. En tête, SVR Lazartic chez les ultimes devant Sodebo et Actuel. Banque Populaire ferme la marche après son pit stop à Lorient pour changer de safran. Pierre, des ultimes qui ont buté sur une dorsale, ça va repartir, c'est ça, flux de sud-est bientôt? Oui, c'est ça, ça va repartir. Alors le programme pour eux, c'est de contourner, de jouer avec la dépression là, qui est au large du Portugal. Comme je disais tout à l'heure, en fait, cette dépression, elle est particulière, elle est assez sud, ce qu'on appelle une dépression cut-off. Donc c'est de l'air chaud, instable, avec des orages qui s'enroulent autour. Donc comme autour de cette dépression, le vent fait une espèce de courbure là. Il faut jouer avec le centre de la dépression. Voilà, à l'intérieur de la courbure, c'est ce qui est le plus court. Mais en se rapprochant du centre de la dépression, on se rapproche des orages, donc le vent un peu plus instable. Et puis il y a toujours le risque de rester un peu collé dans le centre de la dépression, c'est-à-dire que si on joue un peu trop près, en fait, on passe un peu de temps dans le centre de la dépression avec là, pour le coup, du vent faible. Et ça risque de perdre un peu de terrain si jamais les concurrents, eux, font pas cette erreur et arrivent à sortir. Parce qu'à la sortie de la dépression, en fait, ça va être un bord plein sud, avec du vent, grosso modo, de secteur ouest. Et donc là, les bateaux vont aller vite. Donc il y a vraiment ce petit risque là pour la journée de bien maîtriser ce contournement. Et après, on retrouve des systèmes assez classiques, c'est-à-dire d'aller jouer avec un anticyclone au large de l'Afrique. Et donc là, ça va être arbitrer entre aller près de l'anticyclone, parce que c'est pareil, le vent fait une espèce de courbure, donc on a envie d'aller jouer près du centre de l'anticyclone. Mais les vents sont plus faibles près du centre de l'anticyclone, donc à quel moment il faut se redécaler un petit peu au large pour ne pas perdre trop de terrain et pour être efficace, quoi. Donc, Personne parmi ces trois-là n'a osé faire de l'ouest. C'était trop risqué. pour faire le tour, Antoine a peut-être eu une petite analyse là-dessus, mais c'est sûr que faire le tour, ça veut dire, comme d'hab en routage, on s'écarte de la route la plus directe, et ça veut dire qu'il faut avoir des arguments solides pour le faire. Alors peut-être que c'était pas suffisamment certain la position de cette zone de la dépression pour faire le tour par le nord. Donc voilà. Mais dans tous les cas, il y a un peu de jeu, parce que aller jouer voilà, près du centre de cette dépression instable, on peut se faire piéger soit par les orages, soit par les vents faibles au centre. Ouais, merci Pierre pour ces nouvelles rassurantes de la journée. On va encore. Bonne journée, Antoine. Allez. Ouais, c'est ça, merci. Écoute, la question du contournement par l'ouest et le nord de cette dépression s'est évidemment posée au moment du départ. Enfin voilà, il y avait vraiment les deux routes possibles avec, pour moi, je crois, le GFS qui donnait l'ouest et le CEP et Arpège plutôt l'est. Et jusqu'à hier matin, c'était encore les deux fichiers étaient encore divergents, quoi. Donc pareil, c'est GFS à l'ouest et CEP à l'est. Et par contre, les fichiers du soir étaient un peu plus les deux pour l'est. Donc voilà, ils ont tous pris le choix de passer à l'est, sauf Bank Pop, je pense, qui est parti pour contourner par le nord, mais bon, son décalage fait qu'il n'avait plus le choix. Et voilà, ouais, la journée va être, comme l'a dit Pierre, un peu stressante forcément. Je pense qu'il devrait passer le centre de la dépression ce soir vers 20h, 21h, et attaquer un bord très très rapide au reaching sur les routages plus de 40 nœuds. Donc j'espère qu'ils vont être un peu plus prudents que ça, pardon, et vont la jouer mollo. Mais bon, je pense qu'on sera content d'être demain matin, ouais, que ce dernier gros coup de baston soit passé, ouais, clairement. Ça va changer quoi pour l'instant? Tu parlais des modèles établis dès le départ. Il y avait cette visibilité-là et le fait qu'il n'y ait pas plus de routage. Est-ce qu'on va voir la différence à quel moment, à partir de quand? Ben, après, on a quand même des experts météo à bord de tous les bateaux, des gens très très compétents qui ont beaucoup beaucoup d'expérience.
Donc, et puis d'ailleurs, on l'a vu sur les trajectoires depuis le début, c'est quand même assez, que ce soit la sortie de manche ou même le passage de dorsale, etc. Enfin, il n'y a pas un bord de trop, donc voilà, les gens, enfin, ils vont évidemment bien gérer le truc. Je pense que ça leur rajoute forcément du boulot et un peu de stress, et donc ça va les user un peu plus vite. Nous, ça nous change beaucoup par contre, c'est-à-dire qu'on a plus de contact avec le bateau, donc c'est quasiment pour nous que c'est le plus difficile, tu vois, de gérer. Tu peux plus leur demander, à chaque phrase si ça va, enfin, tu vois? Ça tu peux plus le faire. Donc c'est presque nous qui sommes le plus perturbés par ce manque de routage. Tu le vois aussi pour Sodebo, que tu suis peut-être encore plus particulièrement. Tu connais très bien le team, Pierre, avec les choix. Ouais, j'avais travaillé avec eux effectivement sur la dernière route du Rhum. Et c'est sûr que de passer on a des personnes à terre qui prennent le temps de regarder tous les modèles dans les détails, à on doit le faire en mer, ça change beaucoup l'organisation à bord et puis l'organisation à terre. Et effectivement, moi je parle pour mon cas personnel, mais là j'ai plus à faire l'analyse des modèles 2 ou 3 fois par jour, regardant chaque modèle dans les détails, à des heures improbables de la nuit. Donc moi, côté météorologue, en tout cas, je suis un peu moins fatigué, je pense, que côté Antoine, suivi d'un bateau en particulier, quoi. Ouais, le stress pour nous est toujours le même, ça c'est sûr. Parce que toi, Antoine, là, tu récupères les datas du bateau ou pas? Ouais, nous on a toujours, contrairement aux IMOCA, on a toujours le droit d'avoir les datas du bord. Alors entre guillemets, on n'y fait rien, enfin quand je dis on peut rien en faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'analyser les datas qu'on reçoit et donner une retranscription à bord, ça c'est interdit. Par contre, c'est sûr que nous, on monitore, on regarde si tout va bien, on analyse un peu les performances. À chaque fois que le bateau abat pour rouler un Génac, on se demande si c'est vraiment pour rouler un Génac ou si c'est un problème. Enfin bref, c'est très. Ah, vous avez C'est les datas, mais vous n'avez pas le droit de communiquer autour de ces datas avec le bateau. exactement. Bah, nous, on fait une analyse forcément de perf pour nous, équipe, team, mais qui est de l'analyse classique. Par contre, on n'a rien le droit de redonner à bord, quoi. Voilà. Et oui, enfin, c'est forcément stressant, et tout va bien jusqu'au moment fatidique où tu as un appel et ta course elle est ruinée, quoi. Enfin, tu vois, donc voilà. Et on va passer 10 jours un peu difficiles. Comment se répartit la tâche à bord, justement, sur SVR Lazartigue? On sait que chez BankPop, c'est Armel Lecléache plutôt à la stratégie. La performance, c'est pour Sébastien Josse. Comment fonctionne ce binôme Camas la perche? Eh ben, c'est Franck qui s'occupe principalement de la météo. Tom étant vraiment concentré sur la marche du bateau et les perfs. Parce que Tom, il maîtrise le bateau, il commence à maîtriser le bateau sur le bout des doigts et du coup a toutes les clés entre guillemets pour le mener au plus vite. Et Franck, eh ben, on utilise toute son expérience et sa science de la météo pour trouver les bonnes trajectoires, ouais. Voilà. Même si encore une fois, c'est Tom le skipper, donc c'est Tom qui tranche les décisions, mais bah, c'est des binômes qui fonctionnent quand même tous très bien, qui s'entendent, et il y a pas de enfin, j'ai aucun doute qu'il y a aucun conflit sur les choix à faire, quoi. Ils sont tous raccords au moment où la décision doit être prise. Et le bateau qui est évidemment pris en main parce qu'ils sont entraînés comme il se devait, ils ont fait connaissance comme il le devait, mais il le disait dans ce podcast, Sailors, Franck Camas, que c'est bon pour la performance, mais le fait d'être enfermé, ça change pour lui de ne pas avoir ce sillage. Je pense qu'il aura changé d'avis à l'arrivée et il voudra plus naviguer sur un autre bateau que celui-là. J'en ai aucun doute. Il y a plus de 300 000 derrière Banque Populaire avec ce pit stop, on le disait, problème de safran au cours d'une manœuvre. Il y a encore deux passages de poteau noir. Je vous repose la même question, ou Pierre, même je te la pose. C'est plié ou pas? Là, on voit que le système météo fait que y a une autre option qui se dessine. Ouais, c'est plié, c'est bon, Antoine, tu peux être reposé. Ouais, Non, ça, j'y crois non, pas une seconde. non, c'est sûr que c'est pas plié, parce qu'il y a quand même des choix de trajectoire, des objets météo, des éléments météo avec lesquels il y a du jeu, hein. Entre la dépression dont on a parlé aujourd'hui, le contournement dans l'anticyclone. Alors, c'est des marins très expérimentés, donc ils ont l'habitude. Je pense pas qu'ils se fassent piéger par se faire attraper par l'anticyclone, mais il y a des éléments où les modèles météo sont pas très bons pour prévoir le vent, et donc ça laisse du jeu et un peu d'incertitude. Entre la dépression dont on a parlé pour aujourd'hui, le poteau noir, c'est toujours quand même assez incertain à quelle est la longitude à laquelle il faut le franchir, et comment ne pas rester trop longtemps collé dedans. Donc c'est un élément important pour la course. Même si voilà, il y a des écarts qui se font à l'entrée du poteau noir, il se peut que ça se réduise au passage de
de cette barrière météo, et d'autant plus qu'ils vont la passer 2 fois. Alors la deuxième fois, ils le passent beaucoup plus loin à l'ouest, donc a priori le risque est beaucoup plus faible. Mais en tout cas pour l'aller, il y a toujours une part aléatoire quand même. Et là, pardon, Bank Pop, ils ont juste 300 000 de retard, hein. 300 000 à 30 nœuds, c'est que 10 heures de retard. Donc c'est insignifiant à l'échelle des 5 000, 500 000 qui restent à parcourir. Il y a cette prudence, c'est Thomas Coville aussi qui racontait ce virement un peu chaotique, c'est ce qu'il disait, ou en tout cas, c'est pas passé. Il fallait être extrêmement concentré et ça ressemblait pas à ce qu'ils auraient voulu dans un monde idéal. Ils étaient contents de n'avoir rien cassé. Il y a cette pression permanente pour chaque manœuvre sur ces bateaux-là, Antoine. Bah exactement, et puis encore une fois, merci Pierre pour ce passage du centre de la dépression dans les orages et un vent instable. Donc évidemment, Pareil, hein. toutes les manœuvres sont compliquées, le passage du centre de la dépression va l'être, c'est une certitude. Et en fait, les bateaux, mine de rien, sont tellement complexes qu'il faut penser à plein de choses avant un virement, que ce soit tous les hooks qu'on peut avoir pour les appendices, les safrans, enfin bref. Donc ouais, les manœuvres sont hyper compliquées. Mine de rien, il y a de la mer, donc tu pas sûr de réussir ton virement quand tu as un virement à faire. Donc voilà, ouais, une manœuvre, c'est un risque supplémentaire entre guillemets d'abîmer du matériel, et voilà. Donc non, on préfère les lignes toutes droites dans 12 nœuds de vent. Pour nous, à terre, ce serait beaucoup plus serein et tranquille. Ça te fait sourire, Seb, toi, ton regard là-dessus, en tant que principal manager, on le disait, des équipes Interinvest WeWise en Ocean 50, tu regardes ça aussi de près pour les ultimes? Ah bah, en tout cas, en termes de casse et de budget, je préfère gérer mes Ocean 50 qu'un ultime, ça c'est sûr. Mais je pense que tu te fais moins de sueur froide. Mais, euh, mais oui, évidemment, je regarde avec attention les ultimes. C'est des bateaux incroyables. Chacun a, a son petit problème. Nous, c'est peut-être notre instabilité. Les ultimes, c'est vrai que c'est des bateaux qui sont poussés techniquement tellement dans leur paroxysme que ça en fait des bateaux qui cassent. Et Bank Pop, malheureusement, l'a montré en début de course. Et donc j'imagine qu'un virement de bord dans du vent, ça doit pas être simple. Je crois que même moi, en tant que navigant, en fait, je suis pas capable de m'imaginer le travail que peut être de monter un foil, descendre un foil, basculer un mât, modifier les appendices, enfin les règles des ensembles des appendices, des safrans, ainsi de suite. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de solutions de mal utiliser le bateau. Et, euh, je rejoins Antoine dans l'idée que quand on est à terre, un bon bord dans 15 nœuds dans de la mer plate, c'est quand même idéal. C'est bon pour notre sommeil, ouais. Exactement. Voilà pour les ultimes, avec l'autre, la troisième catégorie dont on parle dans ce pause report aujourd'hui, ce sont les IMOCA, Merconcept, Antoine, qui héberge aussi le projet Massif. On a le bateau de Sam Goodchild, Loïs Béréard dans le paquet de tête, on va dire. Ça bouge beaucoup selon le moment des virements, avec à la grande des Mapei, Charal, Eleven Hour, journée composite hier sur Massif, c'est ce que disait Sam Goodchild. On va pas te demander ce qui s'est passé, Antoine. En tous les cas, on voit que ça ne gêne pas, quand on regarde la carto, leur bonne marge de progression. Alors, enfin, c'est toi, Maxime, qui m'a annoncé que Massif avait bricolé un peu cette nuit, donc tu vois, j'étais même pas au courant. Et bah, ça dénote aussi, je pense, les conditions difficiles de cette première nuit, parce qu'un bateau comme Massif, qui a quand même été éprouvé autour du monde, pardon, avec le Vendée, ben, voilà, il a encore des petits soucis, donc je pense que les conditions étaient particulièrement difficiles. Et les vitesses aussi des IMOCA là, dans cette première nuit étaient quand même hallucinants. Je sais pas si vous avez 16-17 nœuds au près pour un monocoque, ça reste quand même extraordinaire dans des conditions de mer et de vent extrême, donc c'était quand même très impressionnant. Et écoute, oui, ils sont en tête. On sait que le bateau va très bien à ses allures de pré-reaching, et pareil dans les petits temps de la dorsale qu'ils ont franchi la nuit dernière. Et là, on attaque du coup le portant et on va voir s'ils sont toujours aussi à l'aise. Ça pourrait être un des petits points faibles du bateau. Au contraire de leurs poursuivants, là, notamment Mapei. Donc on va voir. Ça va être très intéressant à suivre. Par contre, j'ai même pas regardé la météo, donc Pierre pourra nous dire par où ils vont passer et ce qu'ils vont faire. Mais bon, les IMOCA vont être une course passionnante à suivre, ouais, clairement. Siamo bomba, disait Ambrogio Beccaria ce matin au lever du jour. Ça va continuer alors, Pierre, de bombarder? Ouais, ça va pas mal bombarder là. Bah, vu le déplacement de la dépression au large du Portugal, la dépression en fait elle va se décaler vers l'est.
Donc, ça va rendre quasiment obligatoire de faire le tour par l'ouest, au portant. Et donc, les vitesses vont être assez impressionnantes. En revanche, ce qui risque de se passer au sein de la flotte IMOCA, c'est que les écarts vont se creuser là aujourd'hui, parce que ceux qui vont récupérer ces vents plus établis sur le côté ouest de la dépression devraient accélérer. Donc, ça va être un peu en deux temps là. Les écarts vont se creuser, d'autant plus qu'une bonne partie de la flotte est encore en train de batailler dans la dorsale dans le golfe de Gascogne avec du vent assez faible. En revanche, en arrivant sur les Canaries, un peu plus loin, je crois que c'est demain ou après-demain, là, pour le coup, une autre dorsale, celle qui s'étend depuis le centre de l'anticyclone, là, elle va être beaucoup plus marquée sur les Canaries. Et donc, ça devrait faire en sorte que la flotte se resserre, que ça recolle par l'arrière. Donc, quand on parlait de jeu, voilà, il va encore y avoir du jeu. L'élastique, l'élastique va se tendre aujourd'hui et il va se détendre euh, au milieu de semaine. Il n'y a pas de surprise en voyant ces groupes qui se sont déjà formés. Il y a Eleven Hour dedans, c'est l'ancien Malaysia de Boris Herman avec Francesca Kaplic que tu connais, Antoine également, avec Will Harris. C'est pas surprenant de les voir dans ce paquet. Non, oui, mine de rien, ça fait un paquet de temps qu'il est avec ce bateau, pardon. Et je pense qu'il a fait la dernière The Ocean Race enfin voilà, il a beaucoup, beaucoup navigué sur ce bateau-là. On sait que c'est un bateau qui est très performant et très polyvalent, mine de rien. Donc, non, pas surpris de le voir là. Et voilà. Et puis Francesca, par contre, c'est vrai que dans son rôle de skipper, entre guillemets, elle prend déjà bien ses marques et belle performance, en effet. Arkea Paprec a dû revenir au Havre, on le sait. Là, c'est loin pour eux, en tous les cas. Et puis, il y a en chasse-patate, on dirait en cyclisme, entre deux groupes, il y a Elodie Bonafous et le grognard Yann Eliès à bord de l'association Petit Prince Keguiner. Quel début pour elle! Oh, bah, oui, c'est sûr, entre la mise à l'eau du bateau en mois de février-mars et ses premières courses. Donc, je Sister crois qu'elle Ship de Massif. Sister Ship de Massif, exactement, assemblé par Merconcept, gage de qualité. Ouais, c'est exceptionnel. Entre une deuxième place, non, elle fait troisième sur La pause la. commerciale. Pas du tout. Non, entre la troisième place sur la course des caps et la victoire sur le Fastnet, c'est sûr que c'est admirable. Enfin, c'est top. Je pense que enfin, ouais, quand tu commences en IMOCA, c'est difficile de faire mieux. Avoir une première victoire au bout de ta deuxième course, ouais, c'est assez admirable. Non, enfin voilà, très beau projet pour une belle association. Elodie, a priori, s'impose aussi comme une vraie patronne de son projet, ce qui est jamais simple et voilà, ça a l'air d'être le cas, donc bravo à elle. Et pourtant, tu vois, elle a quand même navigué pardon, avec des personnalités assez fortes cette année et a réussi à s'imposer. Donc je pense à Yann forcément, mais surtout à Pascal, qui les a un peu aidés au mois de Pascal Bidégory, pardon, qui les a un peu aidés au mois Vous l'avez compris de avec juin, juillet. C'est-à-dire personnalité forte, caractère, c'est-à-dire Bah, Pascal. personnalité forte, c'est-à-dire qu'il faut gérer Pascal. Il est évidemment ultra compétent, mais il faut réussir à le. Il va me tuer quand il va écouter ça, mais il faut réussir à le canaliser et en tirer que le positif voilà, pour faire progresser ton bateau. Donc, chapeau Elodie. Ouais. Et j'espère qu'elle va revenir un peu dans le match, quoi. Qu'elle puisse. Ouais. 1 et 2, Massif et Keguiner, ce serait parfait. ton avis sur la question, Pierre, toi qui, on l'a dit, a pour objectif le Vendée Globe 2028. Bah, mon avis sur la question, je revérifie sur la carto là. En fait, ils ont réussi avec Elodie et Yann à accrocher le bon wagon, à s'extirper de la dorsale. Donc, je pense qu'ils vont rester avec le groupe de tête jusqu'aux Canaries, ce qui est assez chouette. En revanche, derrière, par exemple, Louis qui avait fait un bon début de course, là, il s'est fait rattraper et il est dans le groupe qui est en train de se faire rattraper par les vents faibles. Donc là, pour le coup, on va vraiment avoir des paquets qui commencent à se former. Et ce qui se fait à chaque course, au final, avec les différents systèmes météo, on voit qu'il y a des paquets qui se forment en fonction des systèmes météo et que les gens jouent en groupe, entre guillemets, avec des conditions assez homogènes. Et donc là, il y a un top 5 qui est en train de se créer. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas fini, hein, parce que sur les Canaries, ça va recoller. Donc en fait, le top 5, il va peut-être évoluer et peut-être que des bateaux vont recoller. Mais dans tous les cas, on devrait retrouver ces bateaux-là à la fin, parce que c'est des bateaux de dernière génération. C'est des bateaux qui, globalement, quand il y a de l'air, vont quand même plus vite. Voilà, on devrait avoir le podium dans ces 5 bateaux-là, quoi.
Comment tu te projettes à titre personnel par rapport à ces ambitions et ces velléités d'être au départ dans le VG 2028? Tu te vois et tu t'imagines dans cette flotte? Certains sont en train de passer la main sur des bateaux. Bah, oui, oui, moi, là, pour le coup, c'est une petite pause commerciale. C'est le projet que je propose à mes Chacun partenaires. Moi, son tour, hein, vous avez le droit. Hein. ouais. Non, l'idée et mon souhait, c'est de naviguer sur un bateau à foil qu'on va acheter de génération 2020 pour faire la main et pour constituer une équipe, pour ensuite être en capacité d'aller sur un bateau, sur un deuxième Vendée, un top bateau, parce qu'en fait, faut bien doser la marge qu'il y a entre chaque génération et entre chaque Vendée. C'est-à-dire que je pense que partir d'une petite équipe avec un bateau assez ancien pour aller tout de suite vouloir jouer devant, je pense que c'est trop ambitieux, faut pas se mentir. Et par contre, se lancer dès maintenant sur un tout nouveau bateau, je pense que non plus, c'est pas le bon dosage. Donc, en réfléchissant avec mon équipe, on a pensé ce projet comme ça. On vise des bateaux de la génération 2020, ça veut dire le bateau qu'avait Clarisse Kremer, l'Occitane, ça veut dire le bateau Teamwork, ça veut dire l'ancien bateau de Sam Goodchild. C'est des bateaux qui sont à vendre en ce moment et c'est des bateaux qui permettent d'aller vite et de se faire la main sur ces bateaux complexes. Même si, voilà, j'ai quand même pas mal navigué sur ces bateaux-là ces dernières années, mais en vue d'un Vendée, faut quand même viser un gros volume de naves et être très au point pour pouvoir digérer ces courses-là, quoi. Avec, tu parlais de Teamwork, groupe SNEF avec Xavier Macaire et Justine Métro. Au regard de ce que l'on sait, de ce qui transparaît, peu de casse pour l'instant quand même. Eux ont un souci de hook de J3. Ouais, alors je sais, j'ai pas suivi dans le détail les cases des uns et des autres, mais ils ont fait une bonne trajectoire, comme Justine et comme Xavier savent le faire, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment très bons marins. Et donc ils sont dans le groupe avec des bateaux, j'allais dire, de leur génération. Et comme ils sont dans ce groupe-là, on peut être sûr qu'ils vont tout donner et être très bons pour sortir en tête de ce groupe-là, quoi. Sébastien, je te parle pas d'IMOCA, traîner du plomb, toi, ça ne te tente toujours pas? À titre personnel, non, mais par contre, je suis évidemment ébahi par ces bateaux que je trouve techniquement très intéressants, voire passionnants. Mais la réalité, c'est que contrairement à Pierre, le Vendée Globe n'est pas du tout un objectif chez moi. Et donc, je me concentre sur mes rêves et moi, ce serait un jour peut-être d'avoir la chance d'aller faire un trophée Jules Verne. C'est ce qui me fait faire de la voile professionnelle. C'était l'épopée Orange, Bruno Perron. C'est ça qui m'a donné envie de devenir marin pro. Et donc voilà, je suis gentiment mon rêve. Mais au final, je suis déjà dedans, moi. Tu sais, enfin, c'est juste incroyable tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu même depuis 48 heures. C'est pour ça qu'on fait ces métiers-là. C'est les émotions entre le départ, le chavirage, le retrouvail avec l'équipe, les marins, cette marée humaine. Et je pense que toutes les équipes vivent ça quand on est dans le dur, mais nous, on vient de vivre un shoot d'adrénaline humain en fait. Voilà, mon rêve, je le vis déjà depuis plusieurs années. Et, et donc la cerise sur le gâteau serait peut-être un jour un trimaran un petit peu plus grand et c'est pas très grave si ça arrive pas parce que voilà aujourd'hui j'ai tellement de chance de pouvoir évoluer autour de ces bateaux que je suis déjà très content. Avec cet aspect transmission dans lequel tu es déjà, en chapeautant les équipes, toi qui as déjà gagné cette transat Jacques Vabre d'abord et Café L'Or aujourd'hui. Ouais, alors je suis dans un aspect transmission sur un laps de temps défini, en tout cas jusqu'à fin 2026, mais je compte bien reprendre reprendre du poil de la bête et c'est un aspect de transmission qui vient aussi s'additionner à, à une situation familiale et clairement assumée de pouvoir me libérer du temps pour en donner à ma conjointe et passer du temps en famille, de finir quelques dossiers perso. Et on a eu avec cette association, avec Mathieu Perrault, l'occasion, eh bien, j'ai eu l'occasion de m'offrir une petite pause de navigation parce que autour, il n'y a pas que la voile dans la vie, il y a aussi la famille, il y a aussi la construction du projet personnel. Et donc, je suis très content que tout ça puisse très bien s'additionner. Et, et ce ne sera que pour revenir de plus belle
En tout cas, pour de la course au large, parce que j'aurai la chance de continuer à skipper le trimaran Interinvest dès le début de saison prochaine. Mais en tout cas, de revenir sur un cursus peut-être Route du Rhum 2030 à partir de 2027. Le rendez-vous est pris. Sébastien, vainqueur aussi en 2013 en classe 40 de cette course dont on parle aujourd'hui dans ce Pause Report. Comment tu suis l'actu et l'évolution de ces bateaux, de ces classes 40 justement, les classes 40 qui feront étape, on le sait, à la Corogne en raison des conditions météorologiques. Corentin Douguet qui a fait la course en tête, faites un don snsm.org. Tu parlais des SNSM, on rappelle, le nom du bateau avec Axel Tréhin disait pour l'instant c'est plus la route des tapas que la route du café. Moi, ces bateaux, je les trouve incroyables. Ils ont tous leurs spécificités, comme je disais tout à l'heure, et je crois que celle de la classe 40, c'est peut-être d'avoir au final le niveau sportif le plus homogène et peut-être aussi un des plus élevés, parce qu'il suffit de prendre la liste des inscrits et de se rendre compte des palmarès et de l'expérience des marins et de la quantité en fait de ces marins inscrits même sur cette Transat Café l'Or. Donc c'est pas les bateaux les plus impressionnants techniquement, c'est pas les bateaux les plus rapides, mais c'est peut-être la classe où c'est le plus dur de faire une perf. Donc voilà, moi je les regarde et je les suis et je trouve que la classe 40 a fait des évolutions techniques importantes. Les bateaux sont de plus en plus performants. Et ça reste des bateaux voilà, qui sont simples à gérer, qui permettent à des jeunes aussi d'intégrer la course au large professionnelle, donc qui a vraiment une place très particulière dans la course au large parce que ça te permet d'arriver un peu en tant que bisu et peut-être de te confronter à un des niveaux sportifs les plus compliqués de la course au large pro. Donc tu peux vraiment avoir une belle évolution et une belle carrière en classe 40. Et voilà, j'aime bien ces bateaux et je suis assez fan. Pierre, c'est serré, très, très serré. On parlait de faites un don snsm.org à Maris également, Achille Nebou, Gilles Damaé. Ça bouge avant la Corogne, ça risque de rebouger. Ouais, c'est un peu la même problématique que les IMOCA. C'est-à-dire ils ont à négocier la zone de vent faible à la dorsale dans le golfe de Gascogne. Bon, ils sont tous collés dedans à l'heure actuelle. Et au fur et à mesure, ils vont ressortir, les premiers bateaux vont ressortir. Et là, il pourrait y avoir des écarts qui se créent, parce que les premiers qui arrivent à traverser et à retoucher du vent de l'autre côté, plus au sud, là, ils vont pouvoir accélérer. Ça va créer des écarts. Ils devraient garder du vent tous jusqu'à la Corogne, je pense. Donc, c'est probable que ces écarts se maintiennent jusqu'à l'arrivée de la Corogne. Par contre, il y a un peu de jeu quand même. Il y a un peu de stratégie à faire. Parce qu'avant d'arriver à la Corogne, ils vont devoir négocier la petite dépression là, qui est pour l'instant au large du Portugal, mais qui va remonter vers le nord. Et donc, une bascule de vent liée à cette dépression, donc un virement à positionner. Et donc, il va y avoir, au sein des groupes de bateaux qui sont assez proches, du jeu. Voilà, mais en revanche, entre ceux qui sortent plutôt tôt et ceux plutôt tard de la dorsale, les écarts devraient se maintenir et être assez proches jusqu'à l'arrivée à la Corogne. Et on voit que c'est intéressant parce que aussi en approche, alors c'était plutôt ce matin ou la nuit précédente, ils ont décidé de tenter des points de passage de cette dorsale un peu plus à l'est, un peu plus à l'ouest. Alors je pense qu'ils ont regardé deux choses. Ils ont regardé où est-ce qu'il y avait potentiellement un peu plus de vent pour essayer de traverser plus vite. Et aussi, je pense, un des aspects essentiels, c'était l'angle du vent en sortie. Pour pas se retrouver pour se retrouver plutôt avec un angle du vent assez rapide en sortie de dorsale et une voile, avec un choix de voile assez simple pour aller vite. On ne peut pas se retrouver comme ça sur un bord un peu obligatoire avec un angle où on ne sait pas quelle voile mettre, on est un peu entre deux, quoi. Donc, je pense qu'ils ont dû considérer un peu ces deux aspects pour choisir à quel endroit traverser la dorsale. Sébastien parlait de cette classe avec des formes d'innovation, une forme de laboratoire aussi pour certains classes 40, des évolutions, des innovations qui sont adaptées ensuite sur de plus gros bateaux. Tu regardes ça aussi de près? Ouais, je regarde ces bateaux de près, d'autant plus que j'ai navigué dessus cette année. Et comme disait Seb, c'est des bateaux incroyables. C'est-à-dire que ça va vite, c'est simple comme bateau, c'est robuste, donc ça permet de se confronter aux autres en se concentrant sur des aspects qui sont vraiment régler mon bateau, choisir ma trajectoire. Et de pas trop être perturbé par d'autres aspects plus complexes de technique. Et donc, ouais, je regarde ce bateau de près, quoi. Ça, ouais, comme ça, je trouve ça hyper intéressant, en fait. Parce que c'est vraiment de la voile
pur et simple entre guillemets, quoi. Non pas que les autres classes soient pas pures, mais en tout cas ils ont moins d'aspects à prendre en compte et donc du coup ça donne un niveau plus homogène et une bataille de tous les instants, quoi. Antoine? Tout à fait, ouais. Déjà, je pense, en effet, les bateaux commencent à aller très très vite. Je pense que le ratio coût-performance, il est pas loin d'être imbattable. J'espère que Seb ne va pas me contredire. Et non, les bateaux elles vont vraiment très très vite pour des bateaux simples, fabriqués en verre, avec une quille fixe. Ils arrivent à avoir des perfs qui sont vraiment bluffantes. Ensuite, c'est, comme tu disais, un vrai laboratoire, je trouve, en termes de carène et tout. Les architectes se creusent bien les méninges pour gagner de la perf avec des jolies formes qui deviennent très très travaillées. Les SCO sont venus quand même du mini, mais aussi et surtout des classes 40 où il y a eu plein de variations. Donc voilà, techniquement, ça reste très 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 intéressant, notamment pour les architectes. Et ensuite, je suis assez d'accord avec ce que disait Pierre, c'est-à-dire que c'est de la vraie régate, quoi. Les bateaux sont assez simples. La différence se fait par les trajectoires, les réglages. En effet, un bateau bien préparé, et je pense que les top teams entre guillemets des classes 40 sont bien préparés et du coup ne passent pas leur vie à bricoler. Ils peuvent exploiter les bateaux à 100% de leur potentiel parce que voilà, simple et pas de problème technique. Donc non, c'est une vraie jolie classe. Enfin, jolie déjà rien que par le nom, quoi. Il y a quand même eu, on est au quel numéro? 215 ou 220 classe 40 construite depuis 15 ou je sais pas 18 ans peut-être. Donc non, c'est super. Et puis c'est des vraies mobylettes et c'est quand même très rigolo de naviguer à bord, même si ça tape un peu trop Ouais, auprès, le pour le truc qui est coup. pas rigolo, c'est d'aller matos, hein. Ça par Ouais, contre, mais non, top bateau, ouais. Très mmh. jolie classe et beau succès, carrément. Et ils sont 42 au départ de cette transat Café L'Or. Allez, si vous deviez vous mouiller, si tu devais te mouiller par rapport à cette arrivée, première étape, donc à la Corogne, on l'a dit, les premiers qui sont attendus mercredi, peut-être un redépart envisagé, on ne sait pas, le week-end suivant. Qui vois-tu à la Corogne, Pierre? Je vais pas être très original, hein, parce que vu que je pense que ça va jouer sur qui sort en premier de la dorsale, je pense que si Frigo, Guillaume Pirouel, Guillaume Pirouel, je cherchais Cédric Chateau. C'est avec Château. Cédric Château, SNSM, donc Axel Tréhin et Corentin Douguet, et aussi Amaris. Voilà, je pense que ça va jouer sur ces bateaux-là, quoi. Après, je, comme on disait tout à l'heure, c'est un poncif, mais la transat, elle est longue. En redépart de la Corogne, il y aura encore beaucoup de jeux, quoi. Mais en tout cas, pour maintenant jusqu'à arriver à la Corogne, je pense que globalement, l'avantage qui va être pris en sortie de dorsale va être dur à remonter pour les autres. Donc, ça va jouer dans les premiers bateaux là, que j'ai cités. Et pardon, juste petite remarque, je trouve que c'est les filles de Caporel aussi qui font un très très joli début de course là entre Axel et Aina. Elles étaient bien dans le match, elles étaient devant sur toute la manche dans la sortie un peu musclée, donc très joli. Voilà pour le suivi de ces 4 classes, vos pronostics ou en tout cas l'analyse et vous avez décortiqué, l'actu de ce début de course. Sébastien, outre l'aspect, technique, pronostic, tu parlais de l'émotion, du cœur, de la joie de faire ce métier au quotidien. S'il y avait un coup de cœur là depuis le non pas le début, mais en tout cas quelque chose que tu vas suivre, particulièrement, dans les prochains jours, ce sera quoi? Elle est compliquée ta question pour moi parce que je t'avoue que je suis la Tu es transat. passé par toutes les émotions et là tu commences à te poser seulement. Ouais, moi ça, voilà, je pense que je t'avoue que j'ai pas complètement compris la question. Qu'est-ce qui te redonnerait encore plus le sourire? Qu'est-ce que tu as envie de suivre et qu'est-ce qui te fera plaisir dans les prochains jours? Que souhaites-tu? Oh, je suis très philosophe, donc je suis à peu près, enfin, j'ai pas besoin de plus de sourire ou plus de malchance. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir d'un côté notre trimaran qui va être mis en sécurité, de l'autre d'être en tête de la Transat Café L'Heure avec WeWise. Je t'avoue que je vais peut-être me poser ces prochains jours et peut-être commencer à redécouvrir la Transat Café L'Or de manière en suivant un peu mieux toutes les classes. J'ai pas regardé une vidéo, j'ai pas regardé une interview de qui que ce soit depuis l'arrivée, depuis le départ. Donc on est encore un peu dans l'émotion et dans la gestion. Donc juste que tous les marins traversent bien, sans encombre et qui prennent du plaisir et qui fassent ce qu'ils font le mieux, c'est de nous faire rêver nous, de faire rêver les Français
à travers ces transats et que les meilleurs gagnent à l'arrivée. Donc voilà, non, juste continuer quoi. C'est déjà très bien. Antoine, la Martinique est encore loin. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, très, 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 très loin, ouais. Et bon, voilà, donc très loin, donc il peut encore se passer tellement de choses et c'est vrai que la Martinique, on y pensera, peut-être quand ils arriveront au diamant et encore. Donc voilà, enfin, on est évidemment tendu, pardon. Comme, Seb, j'ai rien vu d'autre que, la position d'Asver Lazartic depuis le début de la transat. Donc voilà, j'espère que ça va se détendre un peu après le passage de cette dépression là au large du Portugal. Donc dès demain midi, demain soir. Mais bon, ouais, c'est voilà, tension max et on reste concentré et surtout, on essaie de donner un maximum de bonnes ondes à notre petit bateau, ouais. Petit ou grand bateau. Messieurs, un grand merci. Antoine Gauthier, Sébastien Rogue, Pierre Leroy pour ces échanges et ce pause report. Bonne journée à vous. Très bonne transat, Café L'Or. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. À bientôt. Merci à vous trois, messieurs. Ainsi s'achève ce 231e épisode de Pause Report. Et vous retrouvez évidemment la semaine prochaine Axel Capron. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!